Et ce n'est pas parce que la session parlementaire tire à sa fin que les politiciens amorcent le circuit des barbecues que les résultats des sondages ne sont pas intéressants. Et pour voir ce qui se passe au pays dans les appuis au parti après 100 jours du gouvernement Carney, nous recevons Éric Grenier, analyste de sondage et fondateur de The RIT, et Philippe Fournier, rédacteur en chef de Canada 338. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, au fédéral, le dernier sondage Nanos nous apprend que le Parti libéral grimpe d'un point, le Parti conservateur recule d'un autre, mais surtout, ce qu'on semble voir, c'est que l'écart se creuse au fil des sondages Nanos qu'on a vus ces dernières semaines. Éric, est-ce que ce mouvement-là vous surprend? Non, ça ne me surprend pas parce que Mark Carney et les libéraux, ils sont dans un lune de miel maintenant, après les élections. Le chef du Parti conservateur n'est pas à la Chambre des communes. Il a perdu son siège à Ottawa. Donc, ça ne me surprend pas qu'on voit des chiffres comme ça. La question, c'est est-ce que les chiffres comme ça va durer pour longtemps? Ça, je ne sais pas. Avec M. Poilievre qui va retourner dans la Chambre, on présume, à l'automne, je pense que ça va aider beaucoup. Une lune de miel, normalement, après un mariage, c'est quelques semaines. Est-ce qu'une lune de miel pourrait durer, Philippe, quelques mois, voire plus d'un an? Il y a certaines lunes de miel qui perdurent. On a vu Justin Trudeau, ça lui a pris 3 ans avant de vraiment perdre son avance au début de son règne. Ça pourrait durer quelques semaines, mais ça pourrait aussi durer quelques années. Ça va aussi dépendre, comme Éric l'a mentionné, le retour de Pierre Poilievre à la Chambre. Les chiffres que vous voyez, c'était des chiffres d'intention de vote, mais ce qu'on retient surtout des chiffres de Nanos, c'est le pourcentage de répondants qui choisissent le meilleur candidat pour le poste de premier ministre. Et M. Poilievre n'obtient même pas la moitié du résultat de Mark Carney. Alors, je crois que présentement, les électeurs sont contents de leur choix pour la plupart et il n'y a pas encore du regret, du remords de l'acheteur. On est quand même en période post-élection. Pendant les élections, on est enseveli de nouveaux sondages et vous êtes les premiers à le savoir, assurément. Mais depuis, il y a quand même moins de coups de sonde, outre ces sondages réguliers par Nanos, à quel point les chiffres qu'on a vus sont fiables et reflètent vraiment la réalité en ce moment, Philippe? Je dirais que, bien sûr, et surtout quand on parle d'intention de vote, lorsqu'on est si près après une élection, il faut les prendre avec des pincettes. Cependant, les sondages sur les enjeux et sur l'appréciation des chefs, ça, c'est ce qui nous indique vraiment l'humeur des électeurs. Alors, comme j'ai mentionné, le 44-32 en faveur des libéraux pour Nanos, c'est intéressant, mais ce n'est pas prioritaire. Vraiment, si on voyait, avec M. Carney maintenant, ça fait 6 semaines qu'il est réélu, si ces chiffres d'appréciation étaient dans le rouge déjà, là, il y aurait plusieurs signaux du côté du Parti libéral, mais ce n'est pas ce qu'on voit, et donc, il peut s'attaquer à de grands chantiers, comme par exemple le projet de loi C5. Et Éric, est-ce qu'on devrait attendre à septembre pour vraiment s'intéresser aux données, là? Parce que, comme le dit Philippe, il y a quand même certains bémols à garder en tête? Oui, je pense qu'il faut attendre un peu parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir des élections cet été et probablement pas cet automne non plus. Donc, les sondages avec les intentions du vote sont intéressants pour des gens comme moi et Philippe, mais je ne pense pas que les gens sont dans ce mode-là. Ils ne pensent pas de quel parti il va voter pour, mais comme Philippe disait, quand on parle de la perception des chefs, ça c'est important, surtout que M. Poilievre va faire face à un vote sur son leadership en janvier. Et c'est là où ça pourrait avoir des effets, une influence sur la politique à Ottawa. Et justement, il y a cet écart qui se creuse, vous dites faut quand même faire attention, mais vous le ramenez de l'avant tous les deux, la perception du chef conservateur qui a semblé chuter depuis le jour de l'élection. Quand on regarde ces chiffres et qu'on est un conservateur, est-ce qu'on devrait s'inquiéter ou est-ce que c'est seulement Pierre Poilievre qui devrait s'inquiéter ou il n'y a pas d'inquiétude à y avoir à ce point-ci? Philippe? Écoutez, je dirais qu'il y a certainement de l'inquiétude parce que les conservateurs étaient supposés de remporter cette élection-là et finalement, ils l'ont perdue. Donc, évidemment, on doit se questionner sur la stratégie, sur les qualités et les défauts du chef, mais dans le même sondage qu'on mentionne, il y avait un sondage Angus Reid qui montrait que 90% des électeurs conservateurs voyaient encore M. Poilievre de façon positive, de façon favorable. Et donc, la base conservatrice est toujours du côté de Poilievre. Cependant,
Peut-être que justement, nous sommes encore dans l'après-choc de l'élection et qu'au cours des prochains mois, plusieurs électeurs vont comme réaliser, wow, on a perdu l'élection et on pourrait avoir un autre 3-4 ans de règne libéral. Et peut-être qu'il va commencer à avoir des flèches pointées vers M. Poilievre. Donc, ça va être extrêmement intéressant de suivre les chiffres au cours de l'automne en direction du Congrès conservateur à Calgary. Et maintenant, si ça ne vous dérange pas, on va aller du côté du Québec, où vous trouvez d'ailleurs, Éric, il y a la popularité de François Legault qui est en chute libre ces derniers temps. Difficile de croire ces données là, lorsqu'on pense que lors de l'élection de 2022, la CAQ était fortement en avance. Et là, ils sont à peu près à égalité avec le Parti conservateur du Québec. Éric, est-ce que vous croyez qu'on est devant une situation qui peut faire penser à celle de Justin Trudeau juste avant son départ? Oui, absolument. Et même c'est pire que ça, parce qu'on voit que la favorabilité de M. Legault, c'est 15 dans le sondage de Palès. C'est 71 des Québécois qui ont une opinion, une impression défavorable du premier ministre. C'est des chiffres qu'on ne voit pas souvent. Il faut aller derrière dans l'histoire très loin, peut-être Brian Mulroney en 1992, 1993, où ça va si mal que ça. Pour M. Legault, il ne reste pas beaucoup de temps. On voit que le parti est en troisième place dans les sondages, mais c'est une troisième place très difficile. Philippe peut vous expliquer, mais avec des tels chiffres, c'est difficile de croire que la CAQ est dans une position de gagner quelques sièges, même pas un autre gouvernement. C'est presque impossible. Et Philippe, justement, vos dernières données à Québec 125 donnent 0 siège à la CAQ. J'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à cette conclusion et est-ce qu'il est trop tôt pour enterrer le parti? Oh, il est évidemment trop tôt. Bien sûr que tout peut arriver et nous sommes à 1 an ou 15 mois des élections générales au Québec. Cependant, l'étude qui a été publiée cette semaine, c'est une photo du moment présent. Et pour la Coalition Avenir Québec et François Legault, tout ce qui pouvait mal se passer cet hiver et ce printemps est arrivé. Ça s'est avéré. Et donc, ce résultat de 15 on fait une comparaison avec les résultats partout dans la province. La CAQ avait eu 41 du vote. M. Legault avait des taux d'appréciation très élevés. Et là, tout a chaviré. Les conservateurs de M. Duhem ont pris un morceau de la CAQ. Les péquistes souverainistes sont retournés au bercail. Et là, on voit maintenant un peu des libéraux provinciaux qui retournent à la CAQ. Et donc, c'est comme si la CAQ était déchirée de tous les côtés. Et donc, ça va être extrêmement difficile pour M. Legault, qui, comme Éric l'a mentionné, est extrêmement impopulaire présentement, de recoller tout ça ensemble à temps pour l'élection générale l'an prochain. Alors, en effet, 0 siège pour la CAQ. C'est pas facile de publier un tel chiffre. Évidemment, il y a un intervalle de confiance, mais avec les chiffres actuels, la CAQ serait rayée de la carte électorale du Québec. Ce serait une onde de choc vraiment au Québec. Et vous l'avez mentionné, il y a les libéraux qui ont commencé à reprendre un peu de cette tarte des électeurs, c'est surtout les électeurs francophones. Éric, l'arrivée de Pablo Rodriguez, croyez-vous que c'est vraiment le facteur qui détermine ça ou on a plutôt une réaction peut-être à la CAQ justement qui diminue dans les sondages? Je pense que c'est probablement les deux, mais on a vu dans les sondages qui étaient publiés par Léger avant la fin de la course à la chefferie que Pablo Rodriguez donnait un bond aux libéraux que Carl Blackburn et Charles Milliard ne donnaient pas. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose lié avec l'appui pour le Parti libéral dans ce sondage-là et l'arrivée de M. Rodriguez. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est juste un bond juste après le chefferie est fini? Ça, on va savoir très bientôt, mais au moins, c'est des bonnes nouvelles pour les libéraux ça fait longtemps qu'ils ont eu des bonnes nouvelles. Oui, ils en avaient bien besoin, sûrement, pour les militants. En terminant, Philippe, je veux vous entendre sur le prochain test électoral, l'élection partielle dans Arthabasca au Québec. Il n'y a toujours pas de date, mais il y a un récent sondage Segma qui met le Parti québécois et le Parti conservateur vraiment à égalité statistique. Est-ce que vous croyez qu'on va voir un nouveau parti faire son entrée à l'Assemblée nationale? Oh là là, c'est une très bonne question. Écoutez, les projections que j'ai calculées avant l'arrivée de ce sondage, mentionnons-le, c'est un sondage qui a été coulé par le Parti québécois, avait une égalité statistique entre les deux partis. Donc, le fait que les conservateurs et les péquistes soient à égalité dans Arthabasca n'est pas vraiment une surprise, mais dans ce sondage, on remarque qu'il y a un complet effondrement des autres partis. La CAQ est à 3 % dans cette circonscription selon Segma.
La CAQ avait 52% du vote dans Arthabasca à la dernière élection. Et donc, peut-être qu'on voit ici un microcosme, une sorte de symptôme de la chute de la CAQ. Si la CAQ vraiment termine à 3, 4, 5% dans ce comté, ça veut dire qu'elle va avoir perdu 45% dans un comté rural, francophone, traditionnellement conservateur. Horrible nouvelle pour M. Legault. Et pour ce qui est de M. Duhem, il continue de ratisser la circonscription. Il n'y a pas eu de conservateur élu sous la bannière conservatrice à l'Assemblée nationale depuis 1935. J'ai bien hâte de voir si on va avoir une première en 90 ans cet été. Et si Arthabasca sera le canari dans la mine pour la CAQ en quelque sorte. Éric Grenier, Philippe Fournier, merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite un excellent été. Merci beaucoup.